Le silence dans la salle d'audience était si dense qu'on aurait pu le toucher. Les parois de bois sombre témoignaient une fois de plus du poids de la justice humaine, tandis que des dizaines de regards se fixaient sur la femme assise au banc des accusés. Elle gardait la tête baissée, les épaules courbées sous le poids d'accusations qui menaçaient de détruire tout ce qu'elle avait construit. Ses mains tremblaient légèrement sur ses genoux, et ses yeux, rougis d'avoir trop pleuré, n'avaient plus de larmes à verser. Ana Clara Ribeiro était accusée de détournement de fonds dans la petite école communautaire où elle travaillait comme directrice depuis plus de 8 ans. 23 000 réals avaient disparu, et toutes les preuves semblaient pointer vers elle. Le procureur, un homme au costume impeccable et à l'expression implacable, arrangeait ses dossiers avec l'assurance de celui qui avait déjà gagné cette bataille avant même qu'elle ne commence. Au 3e rang du public, une fillette de 10 ans observait tout avec des yeux attentifs et déterminés. Ses cheveux châtains étaient attachés en 2 tresses simples, et elle portait une robe bleu marine que sa mère avait cousue spécialement pour ce jour terrible. Sofia Ribeiro serrait contre sa poitrine une chemise cartonnée usée, ses petits doigts marquant des plis sur le carton fatigué par le temps. Le juge frappa de son maillet, et le son résonna dans la salle comme un tonnerre lointain. C'était un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et au regard fatigué de celui qui avait trop vu la nature humaine dans ses pires moments. Il ajusta ses lunettes et feuilleta les documents devant lui, se préparant à ouvrir l'audience qui déciderait du sort d'Ana Clara. Que l'audience commence. Il annonça sa voix grave. L'accusée est-elle représentée par un avocat? L'avocat commis d'office, un jeune diplômé à peine sorti de l'école qui avait été désigné sur l'affaire la semaine précédente, se leva maladroitement. Il avait à peine eu le temps d'étudier le dossier et tout le monde dans la salle le savait. C'était une défense de façade, une formalité bureaucratique dans un système surchargé où les pauvres ont rarement une véritable voix. C'est alors qu'il se passa quelque chose d'extraordinaire. Une voix claire et ferme rompit le silence. « Votre honneur, je suis l'avocate de ma mère. » Toutes les têtes se tournèrent en même temps. Sofia s'était levée et, malgré sa petite taille, il y avait dans sa posture quelque chose qui imposait l'attention. Ses yeux châtains brillaient d'une détermination qui tranchait brutalement avec son âge. Le juge cligna des yeux perplexes. Le procureur laissa échapper un rire étouffé. Des murmures se répandirent dans la salle comme des ondes sur un lac tranquille. Ana Clara leva la tête pour la première fois et ses yeux s'écarquillèrent d'horreur et de surprise en voyant sa fille debout, défiant tout un système. « Sofia, non », murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Mais la fillette avançait déjà dans l'allée centrale, ses pas petits, mais assurés résonnant sur le parquet. Elle serrait la chemise contre sa poitrine comme un bouclier, et son visage mêlait à parts égales la peur et le courage. Le juge leva la main pour demander le silence. Il étudia la fillette un long moment, et quelque chose dans son regard expérimenté reconnut qu'il ne s'agissait pas d'un jeu d'enfant. Il se passait quelque chose de plus profond. « Enfant, dit-il doucement en se penchant en avant, comprends-tu où tu te trouves? Ici, c'est un tribunal. Ce n'est pas un endroit pour jouer. » Sofia s'arrêta devant la table de la défense, se tourna vers le juge et répondit d'une voix qui ne trembla pas « Je sais exactement où je suis, votre honneur. Et je ne suis pas ici pour jouer. Je suis ici pour défendre ma mère, parce que je sais qu'elle est innocente. Je sais que je ne suis pas une vraie avocate, mais ma mère n'a personne pour se battre vraiment pour elle. Alors, même si vous ne me permettez pas de parler en tant qu'avocate, laissez-moi parler comme fille, comme témoin, comme quelqu'un qui connaît la vérité. » Le silence qui suivit fut différent. Ce n'était plus le silence de la tension juridique, mais celui de la stupeur. Le juge échangea un regard avec le procureur, à qui le sourire de supériorité avait disparu. Ana Clara pleurait en silence, le visage enfoui dans les mains. « Jeune Sofia, dit finalement le juge, avec une douceur nouvelle dans la voix, procéduralement, « je ne peux pas t'autoriser à agir comme avocate. Mais, il marqua une pause, pesant visiblement ses mots, je peux t'entendre comme témoin de moralité. Et franchement, à cet instant, je suis curieux de ce que tu as à dire. »
Sofia acquiesça, inspira profondément et se mit à parler. Et une fois lancée, elle ne s'arrêta plus. Ma mère s'appelle Ana Clara Ribeiro. Elle a 32 ans et travaille depuis l'âge de 14 ans. Quand mon père nous a quittés, je n'avais que 3 ans. Ma mère aurait pu abandonner. Elle aurait pu me placer dans un orphelinat, comme certains l'ont suggéré. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a cumulé 3 emplois différents. Elle faisait le ménage le matin, servait en salle l'après-midi et étudiait le soir pour terminer le lycée. La fillette ouvrit sa chemise et en sortit une photo usée. Elle la brandit pour la montrer à la salle. On y voyait Ana Clara, plus jeune, en toque de diplômée, tenant dans ses bras une toute petite Sofia. Elle a obtenu son diplôme quand j'avais 7 ans. Et ce n'était pas n'importe quel diplôme. Elle a fini le lycée première de sa classe, avec les honneurs, tout en travaillant à 3 emplois et en me gardant seule. Pouvez-vous imaginer ça? Sofia fit quelques pas, ses yeux balayant les visages dans la salle. Elle parlait comme si elle confiait une histoire précieuse, chaque mot chargé d'amour et de conviction. Quand le poste de directrice de l'école communautaire São José s'est ouvert, ma mère a failli ne pas postuler. Elle pensait ne pas être à la hauteur, mais je l'ai encouragée. Je lui ai dit « Maman, tu es la personne la plus intelligente et la plus bienveillante que je connaisse. Tu mérites cette chance. » Et elle a réussi. Pas par piston, pas par faveur, mais parce qu'elle était la plus qualifiée. Le procureur se leva agacé. « Votre honneur, avec tout le respect, c'est très touchant, mais cela n'a pas de pertinence pour l'affaire. Personne ne conteste le caractère travailleur de l'accusé. Nous parlons de détournement de fonds, d'argent qui a disparu sous sa responsabilité. » Sofia se tourna vers lui et ses yeux brillèrent d'une intensité qui fit légèrement reculer l'homme. « Cela a tout à voir, monsieur, parce que ceux qui connaissent ma mère savent qu'elle ne volerait jamais. C'est elle qui m'a appris que l'honnêteté n'est pas optionnelle, elle est obligatoire. C'est elle qui, lorsque j'ai trouvé 10 réals par terre à la boulangerie, m'a fait les rendre au propriétaire, tout en sachant que nous avions besoin de cet argent pour acheter du lait. » Sofia inspira et poursuivit. « Savez-vous ce que ma mère a fait en prenant la direction de cette école? Elle a tout transformé. L'école tombait en ruine, les enfants n'avaient pas de fourniture, les professeurs étaient démotivés. En 2 ans, elle a obtenu des partenariats avec des entreprises locales, organisé des braderies caritatives, peint les murs de ses propres mains. Cette école est devenue un lieu d'espoir pour plus de 200 enfants pauvres. Des enfants comme moi. La fillette rouvrit sa chemise et se mit à en sortir des papiers. C'étaient des dessins d'enfants, des lettres tremblées, des photographies d'événements scolaires. Voici des lettres que les élèves ont écrites à ma mère lorsqu'ils ont appris l'accusation. Celle-ci est du petit Miguel, 7 ans. « Tati Anna, merci de m'avoir appris à lire. Mon papa dit que maintenant je peux avoir un meilleur avenir. Celle-ci est de Julia. Vous m'avez sauvé quand je n'avais nulle part où aller. Vous êtes mon héroïne. » Sofia déposa les lettres sur le bureau du juge, une à une, empilant espoir et gratitude. Le juge les parcourait et quelque chose avait changé dans son regard. La salle était désormais totalement silencieuse, chaque personne captivée par ce récit improbable. Quand l'argent a disparu, reprit Sofia, la voix plus assurée, ma mère a été la première à vouloir comprendre ce qui s'était passé. C'est elle-même qui a appelé l'audit. C'est elle qui a insisté pour vérifier chaque centime. Pourquoi une personne coupable ferait-elle cela ? Pourquoi une voleuse attirerait-elle l'attention sur son propre crime? Le procureur se tortilla mal à l'aise. C'était un point qu'il avait préféré ne pas souligner durant l'enquête. Mais toutes les preuves... Commença-t-il. Les preuves? L'interrompit Sofia. Et pour la première fois, sa voix monta. Les preuves qui ont été fabriquées. Les virements effectués depuis l'ordinateur de ma mère, alors qu'elle était à la maison avec moi, clouée au lit par la fièvre. J'en ai la preuve. Elle sortit de la chemise un papier froissé. Voici le certificat médical du docteur Henrique Campos. Il a examiné ma mère le 15 mars, précisément au moment où le rapport indique que les virements suspects ont été effectués. De 14h à 18h, ma mère était à la maison, alitée, avec une forte infection. Je me suis occupé d'elle toute la journée. Je ne l'ai pas quittée une minute. Le juge prit le certificat et l'examina attentivement. Le procureur s'approcha, son assurance vacillant.
C'était un document authentique, tamponné et signé. En outre, poursuivit Sophia, des larmes commençant à rouler sur ses joues, mais la voix toujours ferme, je sais qui a réellement pris l'argent. Un murmure parcourut la salle. Anna Clara releva brusquement la tête. Le juge se pencha en avant. Qu'as-tu dit? Sophia avala sa salive. C'était la partie la plus difficile. Je l'ai vu. Fin février, j'étais resté à l'école après les cours parce que je répétais pour la pièce de la fête des mères. J'avais oublié mon sac et je suis revenu le chercher. Il était presque 19 heures et l'école était presque vide. En passant dans le couloir administratif, j'ai vu monsieur Roberto Mendes, le trésorier, en train d'utiliser l'ordinateur de ma mère. Il ne m'a pas vu. Je l'ai entendu au téléphone dire « C'est fait. Personne ne soupçonnera. Ribeiro est la personne parfaite pour porter le chapeau. » Le tribunal explosa en exclamations. Le juge frappa à plusieurs reprises, réclamant l'ordre. Anna Clara s'était levée, des larmes coulant librement sur son visage. Et au fond de la salle, un homme d'âge moyen se leva soudain et tenta de sortir discrètement. « Huissier », ordonna le juge en désignant l'homme. « Arrêtez cet homme !» Roberto Mendes tenta de fuir. Mes deux agents l'interceptèrent rapidement. Tandis qu'on le reconduisait, Sophia poursuivit, la voix tremblante. « Je n'ai rien dit parce que j'ai eu peur. Monsieur Roberto était l'ami de mon grand-père. Je pensais que personne ne me croirait. Je ne suis qu'une enfant. Mais quand ils ont arrêté ma mère, je n'ai plus pu me taire. Même avec la peur, même en sachant que les gens pouvaient douter de moi, je devais essayer. Parce que la justice ne consiste pas à avoir peur. Elle consiste à faire ce qui est juste. » Le juge fit signe aux agents. « Apportez les journaux d'accès du système de l'école. Je veux connaître toutes les connexions sur cet ordinateur aux dates en question. Et je veux interroger monsieur Mendes immédiatement. » Les 2 heures suivantes furent un tourbillon. Des experts furent appelés. Les registres furent analysés. Et peu à peu, la vérité commença à émerger comme le soleil après la tempête. Roberto Mendes avait bien accédé à l'ordinateur d'Anna Clara en utilisant des mots de passe, obtenus grâce à sa fonction de trésorier. Il avait effectué les virements vers un compte qui, après enquête approfondie, s'avéra lié au nom de son épouse. Il avait manipulé les registres pour faire croire qu'Anna Clara était responsable. Lorsque tout fut confirmé, lorsque l'innocence d'Anna Clara fut enfin, sans l'ombre d'un doute établie, le juge se leva. Il avait des larmes dans ses yeux expérimentés. « Anna Clara Ribeiro, dit-il, la voix chargée d'émotion, au nom de la justice, je vous acquitte de toutes les charges. Non seulement faute de preuves, mais parce que votre innocence a été démontrée de manière éclatante. Ce tribunal vous présente ses excuses pour la souffrance injuste qui vous a été infligée. » Il regarda ensuite Sophia et un sourire bienveillant adoucit son visage sévère. « Quant à toi, jeune Sophia, j'ai vu beaucoup d'avocats dans ma carrière. Certains brillants, d'autres moins. Mais jamais, en toutes mes années dans ce tribunal, je n'avais vu une défense aussi courageuse, aussi pure et aussi efficace que celle que tu as menée aujourd'hui. Tu n'es pas seulement l'avocate de ta mère. Tu es sa plus grande défenseur, sa meilleure témoin et son plus grand cadeau. » Anna Clara courut vers Sophia, et mère et fille s'embrassèrent au milieu du tribunal, tandis que toute la salle applaudissait. Il n'y avait pas un œil sec à cet instant. Le procureur, humblement, s'approcha et s'excusa. L'avocat commis d'office, les larmes aux yeux, félicita la fillette. Et Roberto Mendes, menotté, baissa la tête de honte pendant qu'on l'emmenait. Ce soir-là, de retour chez elles en bus, Anna Clara tenait la main de Sophia et n'arrivait pas à détourner les yeux d'elle. « Oh, comment as-tu été si courageuse ?» demanda-t-elle doucement. Sophia posa la tête sur l'épaule de sa mère. « C'est toi qui me l'as appris, maman. Tu m'as appris que l'amour n'a pas peur. Que lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, on devient plus fort qu'on ne l'imagine. Tu t'es battue pour moi toute ta vie. Aujourd'hui, c'était simplement mon tour de me battre pour toi. » Anna Clara embrassa le front de sa fille. « Tu sais que tu as failli me donner une crise cardiaque quand tu t'es levée dans ce tribunal. » Sophia rit, un son léger et cristallin. « Je sais, désolé, mais je ne pouvais pas te laisser être condamné pour quelque chose que tu n'as pas fait. Je connaissais la vérité et la vérité devait être dite, aussi effrayant que ce soit. Tu es incroyable, ma fille, absolument incroyable. Et j'ai appris avec la meilleure. 3 mois plus tard,
Anna Clara n'était pas seulement revenue à l'école, elle fut honorée par la communauté. L'histoire de Sofia se répandit, et la fillette devint un petit symbole de courage et de justice. Les journaux locaux relayèrent l'affaire. Une avocate de la capitale, touchée par l'histoire, se proposa de payer les études de droit de Sofia lorsqu'elle serait grande. Mais pour Sofia et Anna Clara, l'essentiel n'était ni les manchettes ni les hommages. C'était le petit déjeuner qu'elles partageaient chaque matin. C'était les soirées à étudier ensemble à la table de la cuisine. C'était l'amour simple et profond qui les tenait unis à travers toutes les tempêtes. Sur le mur de la chambre de Sofia, il y avait désormais un cadre. C'était une photo prise au tribunal, au moment où mère et fille s'étaient étreintes après le verdict. Et dessous d'une jolie écriture, Sofia avait inscrit une phrase. « La justice ne parle pas que de loi. Elle parle d'amour, de vérité et de courage. » Et chaque nuit, avant de dormir, Anna Clara entrait dans la chambre de Sofia, s'asseyait au bord du lit et disait « Merci d'avoir cru en moi. » Et Sofia répondait toujours « Toujours, maman, toujours. » Car en fin de compte, cette journée au tribunal ne se résumait pas à prouver une innocence. Elle parlait du pouvoir transformateur, de l'amour inconditionnel, de la façon dont la foi que nous avons en ceux que nous aimons peut déplacer des montagnes et abattre des murs d'injustice, de la manière dont une fillette de 10 ans, armée seulement de la vérité et d'un cœur rempli d'amour, a réussi ce que des avocats chevronnés n'avaient pas su faire triompher la véritable justice. Et si cette histoire a touché votre cœur, si vous croyez au pouvoir de l'amour familial et de la vraie justice, partagez ce message. Parce que dans un monde qui paraît parfois si injuste, nous devons nous rappeler que le courage peut se présenter dans les plus petits formats et que la vérité, quel que soit le temps qu'elle met, trouve toujours son chemin vers la lumière. Abonnez-vous pour davantage d'histoires qui inspirent, qui nous font croire qu'un monde meilleur est possible lorsque nous avons la foi, l'amour et le courage de nous battre pour ce qui est juste.